Sidiki Kamara est en direct. Bonjour et bienvenue. Bonjour Phil. Bienvenue donc. Pour commencer, on le disait tout à l'heure, votre département s'est finalement prononcé sur la préoccupation concernant le port du voile. Qu'est-ce qui a prévalu à la prise de cette décision? La note circulaire rappelle quand même que des candidates voilées ont été empêchées par le passé d'accéder à des salles d'examen. Vous avez raison. Lorsqu'une décision fait l'objet d'interprétations, d'analyses différentes et même des inquiétudes, nous estimons qu'il est de notre devoir d'apporter des précisions. La note circulaire n'a eu pour objectif que d'apporter des précisions pour que les uns et les autres comprennent réellement de quoi il s'agit par rapport au port du voile. Donc nous estimons que désormais, les candidates ou candidats qui sont intéressés par ce voile prendront toutes les dispositions pour être conformes au texte de nos règlements généraux. Oui, être conforme voudrait dire quoi? Excusez-moi, être conforme voudrait dire quoi? Puisque la plupart quand même des candidates voilées refusaient de se faire quand même contrôler à l'entrée. Que va-t-il se passer? C'est clair, nous avons dit dans la note circulaire déjà, tous les candidats sans exception aucune doivent être dans la tenue scolaire réglementaire. Donc, s'il s'agit des candidats filles, je prends l'exemple sur le baccalauréat, c'est évident que ces candidates doivent être en jupe bleue, en dessous du genou et en chemise blanche. Ça, c'est indiscutable. Ce qui peut être accordé, déjà nous avons parlé du voile et du foulard, il faut que ces deux accoutrements permettent d'identifier la candidate. Donc, si le voile doit être porté, que ce voile puisse permettre qu'on identifie la candidate et qu'en la regardant, le surveillant soit capable de comparer son visage à la photo qui se trouve sur sa feuille de composition. D'accord. Parlons à présent du déroulement des examens nationaux avec vous, Bassekou. Oui, dites-nous, vous êtes à quel niveau dans les préparatifs? Quelles sont les grandes innovations qui ont été apportées cette année, notamment pour lutter contre la fraude massive lors des évaluations? À date, je vais vous dire sans risque de me tromper que tout est en place pour le premier examen. Les feuilles d'examen, les PV d'appel, les cartes spéciales pour les candidats, bref, tout ce qu'il faut mettre en place pour un bon démarrage des examens se trouve déjà en place et sur l'ensemble du territoire national, c'est vérifiable. Et de combien de candidats parlons-nous? Et dans combien de centres sont-ils répartis? Bon, pour ce premier examen, le CEE, certificat d'études élémentaires, nous avons cette année 175 935 candidats. Si vous voulez le nombre de filles, parmi ces 171 000, il y en a 74 627. Pardon, je m'excuse, ça c'est pour le brevet, mais pour l'entrée, le certificat d'études élémentaires, ils sont 265 569 candidats. Et parmi ce nombre-là, 120 195 candidates filles, pour ceux qui ont de l'effectif. Maintenant, si vous voulez parler du centre d'examen, je vais vous fournir le chiffre pour ce CEE. C'est 1153 centres d'examen sur l'ensemble du territoire national dans lesquels les candidats vont être évalués. Pour le CEE, dis-je bien. Pour le baccalauréat, vous pouvez noter, pour le BEPC d'abord, vous pouvez noter 514 centres d'examen. Mais comme nous ne sommes pas arrivés là, et également 171 935 candidats auront à compétir cette année au compte du BEPC, dont 74 627 filles. Et si vous voulez, je vais compléter par le baccalauréat. Et là, nous comptons cette année 102 601 candidats, parmi lesquels 40 579 filles. Et l'ensemble, cet effectif du baccalauréat va naturellement composer ou être évalué dans 306 centres d'examen. Allez-y, nous.
Monsieur Camara, moi j'ai été consulté par 2 parents d'élèves. Un parent qui m'a dit qu'on l'a contacté dans son école pour participer à un groupe où on vendait les sujets. Et il m'a demandé conseil. Et puis l'autre parent, c'est juste me demander un complément parce qu'il était déjà en train de payer et il voulait avoir un complément pour payer. Donc j'apprends qu'il y a des groupes et que des enseignants promettent admission à des parents. Est-ce que vous êtes au courant? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour lutter contre ces genres de pratiques? Alors que votre pari cette année, c'est d'éviter justement les fuites de sujets. Nous ne sommes pas du tout au courant et nous estimons qu'en collaborant certainement avec les uns et les autres, nous pourrons avoir des informations crédibles que nous allons prendre au sérieux et prendre des dispositions qui s'imposent. Nous ne sommes quand même pas étonnés, et vous le savez, vous en avez été témoin plusieurs années, qu'à chaque fois qu'il est question des examens nationaux en Guinée, il y a toujours des velléités. Certains le font pour peut-être alimenter la fraude et d'autres le font pour remettre en cause l'organisation des examens pour des raisons qui leur sont propres. Nous savons quand même qu'il va toujours y avoir des velléités. Si les mêmes pratiques se répètent, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas eu de sanctions l'année dernière, de sanctions sévères. On nous avait promis des sanctions après rien, M. Camara. Oui, c'est vrai, nos règlements généraux prévoient des sanctions. Mais cette année, ce qu'il faut d'abord noter, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, le mot d'ordre est 08, nous y tenons. Et vous avez vu que la volonté a été exprimée par des dispositions que nous avons prises en essayant de mettre à l'écart, à un endroit où nous estimons qu'ils pourront travailler en toute tranquillité, sans être confrontés à n'importe quelle tentation, tous les acteurs ayant la main dans la gestion des sujets. Ils ont des téléphones, ces acteurs. Une volonté manifeste qui est une première et qui, à notre avis, exprime notre volonté ardente de barrer le chemin à la fuite. Ils étaient privés de téléphone, ces acteurs? Aucun téléphone, aucune possibilité de joindre l'extérieur, même par leurs familles respectives. Nous sommes allés Monsieur Sidiki, sauf que l'année dernière, on se rappelle des quantités importantes de téléphones qui ont été saisis, qui ont même été incinérés. Moi, je me rappelle, sous Dr Bano, qu'est-ce qui va être fait cette année pour éviter l'utilisation des téléphones portables lors des évaluations, et puis parce qu'on apprend qu'il y a souvent des groupes de correction qui sont créés sur WhatsApp et que donc les candidats profitent souvent dès après le lancement des sujets pour envoyer les sujets dans les groupes là pour recevoir après les traités. Qu'est-ce qui est fait cette année? Est-ce que vous nous rassurez qu'il n'y aura pas de téléphone cette année dans les salles de classe? Encore des détecteurs de métaux, on imagine. Oui, ce que vous dites est une évidence. La fraude a changé de stratégie et de camp. Nous nous retrouvons pratiquement sur le terrain numérique. Nous savons que le téléphone est un réel obstacle aujourd'hui pour l'organisation et la bonne organisation des examens. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous comptons effectivement sur d'abord des dispositions, sur la rigueur que nous avons imprimée. Il va y avoir des fouilles. Parce que pour détecter le téléphone, il faut d'abord fouiller. Il va y avoir 2 étapes de fouille. Ce sont nos règlements qui le recommandent. D'abord, à la rentrée du centre d'examen, les forces de l'ordre qui sont là sont appelées à fouiller, à empêcher l'introduction même dans le centre d'examen, les sacs et tout objet qui est interdit d'y être. Cette première fouille va avoir, et si un candidat ou une candidate réussit à échapper à la vigilance, il va se voir également confronté à la fouille de la salle de classe. Nous estimons que ces 2 étapes pourront d'abord en un premier temps nous aider. Vous avez tout de suite parlé de détecteurs de métaux, c'est déjà un acquis. Un acquis que nous avons sous la main, bien entendu que nous allons également utiliser. Nous avons senti son importance l'année dernière, nous allons continuer à l'utiliser, mais en ajoutant à cet acquis-là d'autres vigilances,
d'autres rigueurs. Qu'en est-il des sanctions? On n'a plus de temps, malheureusement, on n'a qu'une minute. Qu'en est-il des sanctions qui seront prises à l'encontre des fraudeurs? Qu'est-ce qui est promis? Naturellement, il est à signaler quand même, s'il y a nouveauté dans ce cadre-là, il est à signaler que quand un candidat, contrairement aux années précédentes, est appréhendé, il est pris en flagrant délit avec preuve à l'appui, non seulement il perd l'examen de cette année, mais l'examen qu'il suit, il est également exclu. Donc au lieu de perdre une année, la fraude va faire qu'il va perdre les 2 années consécutives. Et pour les enseignants, les surveillants? Quand il s'agit des enseignants, non seulement il est exclu du centre d'examen, exclu de l'organisation des examens pour les 3 années qui vont suivre, mais il peut être aussi, il peut faire l'objet de poursuites judiciaires. Ça sera... Et les objets qui seront retenus. Tout le monde a prêté serment? Tous les enseignants? Il y a des gens qui ont refusé, hein, et ils ont été exclus. À ce que je sache, nous avons été clairs. Vous voulez participer à la gestion, vous voulez être parmi nous dans la gestion, vous allez pouvoir accepter cette exigence. Si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez renoncer et vous verrez remplacer. Merci beaucoup à vous. Ça sera donc le mot de la fin. Nous sommes obligés de rendre l'antenne Mamadi Sidiki Camara, chargé de communication du MENA. Grand merci à vous. Mirador revient.